Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité locale ce vendredi, nous reviendrons sur cette fronde au sein du parti départemental des Républicains. La raison, une nomination, celle d'Elhad Chakrina dans la circonscription nord pour les prochaines élections législatives. Le point dans ce journal avec Pierre Bellucci. L'invité de la rédaction ce soir, Éric Chenu, vice-président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Il est arrivé à Mayotte en début de semaine. Nous ferons le bilan de sa visite dans notre département au cours de cette édition. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal du vendredi 10 février. Les élections 2017 approchent et les différents partis doivent faire face à de nombreuses dissonances en leur sein. En effet, à l'instar du Parti socialiste au niveau national, à Mayotte, les Républicains et le MDM sont confrontés à du remue-ménage en interne. Explication. À Mayotte, la délinquance peut s'appuyer sur un manque criant d'éclairage public. Pour pallier ce problème, plusieurs municipalités ont fait de l'installation de nouveaux lampadaires une priorité. C'est le cas à Mamoudzou, où Kaweni devrait s'illumer dans les mois à venir. Le point au cours de votre journal. Après 9 séances de 3 heures par semaine, sous la direction d'Elmajid Sindou, les 21 étudiants de l'atelier théâtre du CUFR ont restitué en fin de matinée un bout de la pièce On joue la comédie. Reportage à la fin de cette édition. L'année 2017, riche en élections, est déjà bien lancée au niveau local. Les différents partis départementaux se mettent en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Mais les premiers couacs apparaissent déjà dans chaque camp. Après le MDM, c'est désormais au parti des Républicains d'être confronté à une fronde interne. Mercredi, le président de la section d'Aqua de la droite locale a fait part de son refus de voir Elhad Chakrina représenter le parti dans la circonscription nord. Dissonance confirmée ce vendredi, feuilleton des désaccords avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Cette année électorale promet une actualité riche en discorde et autres coups bas. En effet, les enjeux politiques sont de la plus haute importance et les partis vont ainsi devoir faire le ménage en leur sein. À Mayotte, le MDM en sait quelque chose, même si le parti Les Républicains n'est pas en reste. En effet, mercredi, Baptiston, le président de la section d'Aqua, est vivement monté au créneau pour remettre en cause la désignation d'Elhad Chakrina comme candidat de la circonscription 1. Des membres du parti au nord, censés soutenir ce point de vue, ont pris la parole ce matin pour réfuter ces propos. Si M. Baptiston avait constaté un vice de procédure, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il attend que le candidat soit investi pour soulever ce problème? Je pense que le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Moi, je ne le connais pas. Il faut lui poser la question. Je pense que c'est lui ou quelques éléments qui essaient de créer la zizanie qui se trompent. Aujourd'hui, quelques voix s'élèvent, quelques éléments solitaires s'élèvent pour contester l'investiture d'Elhad Chakrina. Je pense que ces éléments-là ne sont pas représentatifs des électeurs républicains de la Circo 1. Donc je pense qu'ils sont là uniquement pour semer la zizanie, tout simplement. Pour le président de la cellule de Mtsamboro, l'objectif serait de semer la zizanie. Un avis que partage son collègue de Kungu, qui explique que cette candidature a été validée par le Conseil national d'investiture. Elhad Chakrina, il est investi par la nationale. Donc, je ne vois pas pourquoi ils disent que Baptiston dit que ce n'est pas en règle. Donc, je ne comprends pas. Et pourtant, il faudrait que Baston sache une chose, que ça a été décidé au niveau national pour une simple raison, parce que, vous savez, notre député, il faut le dire, le député Elhad Chakrina, il travaillera au niveau national, il va travailler à Paris. Donc, ce n'est pas une élection municipale, ce n'est pas une élection cantonale, mais c'est une élection nationale. Si le Conseil national a parlé, il n'en reste pas moins qu'au niveau local, les dissonances existent. Une motion aurait ainsi été envoyée aux plus hautes instances du parti afin de réclamer qu'Abdoul Kamardine soit désigné candidat. En effet, ce dernier avait été préparé par le parti afin de briguer un mandat de député dans la circonscription 1. Kamardine, il est pacifique. Abdoul Kamardine, il a accepté d'ailleurs à soutenir Elhad Chakrina. Abdoul Kamardine, il est républicain.
Parce que tous les gens, il faut le dire, tous les gens qui ne veulent pas voir l'investiture d'Elia Tchakrina, ce ne sont pas des républicains. Je me demande comment ils peuvent dire qu'ils sont républicains du moment qu'ils ne veulent pas soutenir le candidat républicain. L'affaire montre à quel point le jeu politique revêt des enjeux colossaux, à Mayotte comme ailleurs. Le tout alors même que les premiers scrutins n'auront lieu que dans plusieurs mois. Et pour en parler de cette situation, Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Une situation plutôt incompréhensible au sein des Républicains. Alors incompréhensible, je ne sais pas, finalement, voilà, les campagnes sont lancées et forcément c'est un lancement qui est difficile, mais pas uniquement au niveau du Parti des Républicains, c'est le cas au niveau du MDM. On l'a vu avec l'éviction du secrétaire général, hein, qui avait effectivement lui aussi émis des doutes quant aux candidatures, notamment la candidature d'Ibrahim Bouanaheri. Alors il se trouve que l'actualité et sa mise en examen tout récente semble lui avoir donné raison. Est-ce qu'il savait cet état de fait? Voilà, c'est la grande question. En tout cas, que ce soit au Parti socialiste au niveau national, que ce soit aussi au niveau local dans ces deux partis, c'est compliqué parce que forcément les enjeux ils sont immenses. On a 3 élections parmi les plus importantes au sein de notre démocratie qui ont lieu cette année et forcément il y avait des prétendants qui sont déçus, extrêmement déçus, et puis on peut se rendre compte aussi si on regarde bien ces derniers jours, il y a énormément d'affaires qui sont en train de sortir dans la presse, que ce soit au niveau national mais aussi à Mayotte. Les gardes à vue s'enchaînent pour certains candidats, certains sont connus, hein, comme Ibrahim Bouanaheri, d'autres enchaînent les gardes à vue depuis quelques temps, ça risque d'éclater. Alors on le sait, hein, les coups bas sont nombreux dans ces périodes, la délation bat son plein en général, parce que forcément il y a beaucoup d'enjeux, et parce que au sein de ces partis, on cherche à avoir le candidat qui va remporter la victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Il faut expliquer qu'au niveau du Parti Les Républicains, on a reçu aujourd'hui un communiqué expliquant qu'il y avait un secrétaire départemental, en l'occurrence Hamdil Soumaïla pour Les Républicains, qui va gérer la communication. Donc on va essayer de se structurer en interne, on va essayer de faire en sorte que ces problèmes, que ces voix dissonantes soient un peu tues, du moins dans les prochaines semaines. On imagine bien qu'après les élections, ça risque de repartir de plus belle, notamment s'il y a des défaites. Mais en tout cas, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une véritable volonté de se structurer et de balayer, j'allais dire, en interne, ceux qui n'iraient pas dans le sens du parti. Mais est-ce que la campagne n'est justement pas mal lancée pour l'UMP déjà? Alors, il faut dire aussi, on l'a déjà dit, qu'ils sont très en avance parce que les investitures ont déjà été faites depuis plusieurs semaines. C'est vrai que la campagne a commencé et Abdoul Kamardine, c'est vrai, au nord était déjà plus ou moins en campagne. Elia Tchakrina avait annoncé qu'il souhaitait être le candidat dans la circonscription nord. Effectivement, il y a aussi cette problématique. Certains lui reprochent de ne pas être issu ou originaire du Nord, ce qui est d'ailleurs faux, puisque effectivement, il me semble que c'est son papa qui est originaire de Mtsamboro. Donc voilà, le fait est qu'effectivement, il y en a qui sont contre cette candidature. Ce qu'il faut juste dire, Sony, je crois aujourd'hui, c'est que ça va continuer forcément au sein des autres partis. On sait que le Parti socialiste a forcément un temps de retard aussi dans cette élection, parce que c'est le parti au pouvoir, et parce que forcément c'est difficile à la fois de gouverner et de faire campagne. Donc c'est pas finalement si étonnant que ça, ce qui se passe actuellement au sein du Parti Les Républicains. Et puis on le voit au niveau national. On sait qu'il y a des tempêtes, et puis les tempêtes, elles passent, et puis on oublie. Mais on suivra les prochaines tempêtes très prochainement sur KTV. Autre dissonance politique, elle concerne l'intercommunalité du Nord. Depuis de nombreux mois, la coopération entre les communes concernées est un flop. La preuve de nouveau ce vendredi, le maire de Koungou, Hassani Bamkolo Saindou, a convoqué un conseil lundi prochain. Les 3 autres maires, Bandrabois, Akwa, Mtsamboro, continuent d'affirmer la non-légitimité du magistrat de la 2e commune du territoire. Ces premiers réclament de nouveau la dissolution de l'intercommunalité du Nord. Ce matin, le maire de Koungou, invité de la matinale, choisit de nouveau la voie diplomatique. Il en appelle à la reprise des discussions. Si jamais ils ne viennent pas, ça veut dire qu'ils condamnent la population du Nord. Ouais. C'est la population et les aménagements qui sont condamnés là-dessus.
Alors, chacun devrait normalement prendre ses responsabilités. On est dans un pays de démocratie, la moindre des choses. Il fallait venir et faire les stratégies politiques comme on a été élu, parce qu'on n'est pas arrivé là comme ça. Il y a eu des adversaires en face. Je sais que je suis un adversaire politique pour eux, alors que ça ne devrait pas l'être. Aujourd'hui, ils doivent faire face à cette démocratie. Il fallait qu'ils nomment leurs délégués communautaires. À partir de là, faire la politique politicienne. Politicienne. La politique toujours, mais celle des bonnes nouvelles. L'électrification publique et solaire est bien en marche à Mayotte. La mairie de Mamoudzou, en partenariat avec l'État, équipera dans le cadre d'une phase test la route nationale de Kaouini entre les ronds-points de Méga et SFR, des lampadaires nouvelle génération équipés en LED et éclairés grâce aux panneaux voltaïques. Après la rénovation urbaine et le renforcement de l'éclairage du secteur, il s'agit d'un nouveau tournant pour la ville de Kaouini. Leslie Vimenet. Kaouini, sa zone industrielle, son boulevard, principale vitrine économique de l'île, va entrer dans une nouvelle dimension. La première route nationale du département sera équipée de 30 lampadaires, un éclairage public avec ampoule LED et 100% solaire. On est en train de tout faire parce qu'on a fait un diagnostic sur l'éclairage public sur Mamoudzou. On va tout mettre à plat. Je répète, la commune de Mamoudzou va mettre son éclairage public tout à plat et recommencer à zéro avec sa ligne propre et tout. Une ligne solaire et propre pour de nombreux avantages. Économie d'énergie, fin des installations de câbles souterrains et surtout fin des factures pour la commune. Une phase test issue du partenariat entre l'État et la ville de Mamoudzou. L'État qui en 2016 a soutenu les collectivités à hauteur de 2 millions d'euros pour l'éclairage public. Les riverains, enchantés de la nouvelle, voient tout de même un autre aspect de cet éclairage public. Ça permettra aux habitants, à ceux qui circulent ici la nuit, d'avoir l'éclairage, de voir où est-ce qu'ils vont, et en même temps ça donnera une impression de sécurité à ceux qui vivent cette zone. Je pense que ça pourrait être une bonne chose, ne serait-ce que pour protéger la population autant que les automobilistes et les motocyclistes. Voilà, dans ce sens-là, pour protéger tout le monde, je pense que ce serait un très bon investissement. Pour moi, c'est une bonne chose, déjà, parce que ça va nous aider à évoluer en même temps. Mais personnellement, c'est une bonne chose, c'est tout ce que je peux dire. Une mesure également rassurante pour les commerçants du secteur. Cet éclairage sur Mayotte a vachement besoin, surtout sur les zones sensibles. Pour nous, c'est plutôt surtout la sécurité. C'est une très très bonne chose, au moins, même nous, souvent, on ferme un peu tard et tout. Si on voit que c'est éclairé, quand on doit fermer ou quoi que ce soit, on sait qui est dehors, qui n'est pas dehors. Voilà, le plus important, c'est notre sécurité. Pour la mairie de Mamoudzou, la politique de développement du territoire est bien en marche. Vous savez, l'éclairage public, c'est un élément essentiel pour la sécurité. C'est un mobilier urbain. Il faut qu'on donne à Mamoudzou toute sa valeur d'une ville chef-lieu. Les problématiques d'insécurité sont bel et bien présentes, tout le monde le sait, sur ce qui se passe sur Mamoudzou. Ça va dans le même sens, comme on dit, que le développement de Mamoudzou, l'amélioration du cadre de vie, tout ça, ça joue. Comme on l'a fait, on est en train de le faire avec la vidéosurveillance, on est en train de le faire avec l'éclairage public et d'autres projets qui vont suivre derrière. Le nouveau visage de la route nationale devrait très vite voir le jour. Mise en lumière du lieu prévue pour la fin du mois de mars. Place à l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois Éric Chenu, vice-président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, chargé des questions de santé, sanitaire et sociale. Bonsoir, monsieur Chenu. Bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Vous êtes parti cette semaine, vous êtes en visite depuis le début de la semaine, vous êtes parti à la rencontre des acteurs publics et associatifs. Quel bilan faites-vous de votre visite ? Nous étions venus il y a 2 ans, on avait pris un certain nombre d'engagements, on souhaitait rendre compte de ce que la MGN avait impulsé au plan local, avec l'appui bien évidemment des directions nationales, que ce soit sur les visites permettant
à des élèves d'avoir les certificats médicaux pour pratiquer la pratique sportive, que ce soit sur les dépistages en matière de déficience sensorielle pour éviter des échecs scolaires et permettre à un certain nombre d'élèves d'avoir les équipements optiques en lunettes notamment dont ils ont besoin et que nous avons terminé fin d'année 2016. Les élèves sont en train d'être équipés en ce moment. Il y a des satisfactions justement ? On a une vraie satisfaction de ce point de vue d'avoir mené ces 2 actions à leur terme. C'était les engagements que nous avions pris vis-à-vis de Madame le vice-recteur, de l'Agence régionale de santé et pour la centaine d'élèves sur les 1600 que l'on a pu voir dans le cadre de cette expérimentation. Je pense que ça sera un mieux-être pour eux et puis des garanties supplémentaires pour leur permettre de réussir leur scolarité. Alors quels seront les projets à venir pour les projets à venir pour cette année ? Alors les projets, ils vont dépendre un petit peu des conditions, bien évidemment, fiscales dans lesquelles on pourra ou non les réaliser. Un projet qui nous tient à cœur parce que, au regard de ce que nous ont dit les différentes autorités que nous avons rencontrées, les difficultés dues au diabète, dues à une obésité, difficultés en matière de nutrition, notamment, nous font penser qu'il faut promouvoir le sport santé, promouvoir l'activité physique et sportive auprès de tous, en faisant en sorte que la limite de l'accessibilité économique soit la moins lourde possible. Et donc, comme on l'a pu le faire sur quelques villes en métropole, à Poitiers, à Lille, à Nancy, on souhaite proposer ici, à Mayotte, des équipements permettant de l'activité physique et sportive. Ce sont des équipements en extérieur, de libre accès, et qui permettent à tout à chacun, quels que soient les âges, quel que soit l'état de forme, de pouvoir se remettre à faire du cardio-training, à pouvoir faire de l'activité physique et sportive. La difficulté, bien évidemment, c'est que ces équipements, on les importe de métropole et qu'aujourd'hui, ces équipements seraient taxés de l'octroi de mer si nous ne bénéficions pas de l'exonération que permet la loi Outre-mer sur les activités de santé, notamment dans le cadre non lucratif, puisque là, ça sera bien le cas. Il n'y aura aucune prestation payée derrière, ça sera totalement gratuit. La seule, donc, on a cette difficulté-là. Donc, si on n'a pas de garantie, c'est un projet dont on n'est pas certain de pouvoir le mener à son terme. Alors, une crise qui touche notre île, c'est celle de l'eau actuellement. Une crise qui nous permet justement de ne pas faire fonctionner les écoles, notamment au sud. Est-ce qu'on vous a fait part de ces préoccupations ? Oui, on nous en a bien évidemment fait part. On a rencontré y compris Médecins du Monde hier en se promenant dans la ville et on a pu échanger sur ces difficultés. Il y a évidemment là aussi dans le cadre du projet régional de santé dont nous a parlé le directeur de l'agence, un axe autour de l'environnement et de la santé. Ce sont des axes sur lesquels nous sommes également présents au niveau de la métropole, notamment au travers des programmes comme Éco-École et en fonction des axes qui seront définis d'ici à l'automne. Si des appels à projets sont lancés par l'Agence régionale de santé, on essaiera d'y répondre parce que nous avons un certain nombre de propositions à faire pour faire en sorte que la communauté éducative, les enseignants, puissent relayer des pratiques auprès des élèves. Merci Éric Chenu d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un anniversaire ce vendredi, celui de l'ordonnance 2016-131. Un an d'existence pour ce décret, mais très peu connu du grand public. Cette disposition régit pourtant notre vie tous les jours. Le décret modifie en effet le droit des contrats, de la preuve et du régime de l'obligation. Des termes pouvant paraître complexes, et c'est à ce titre justement qu'une conférence était organisée à ce sujet au centre universitaire de Dembéni. Une conférence menée par le directeur du CUFR, spécialiste en droit, avec un objectif, démocratiser ce fameux texte. Adèle Laurent et Pierre Bellucci. Applicable depuis le 1er octobre dernier, l'ordonnance 2016-131 a révolutionné le droit civil. Droit des contrats, de la preuve ou encore du régime des obligations, la réforme a permis de dépoussiérer des pans entiers du code qui nous régit. Car si à Mayotte, le code du travail, pour ne citer que lui, diffère de celui appliqué en métropole, le droit civil est pour sa part le même sur l'ensemble du territoire national. Cette réforme se veut générale et pose des grandes règles générales qui ont vocation à s'appliquer sur tout le territoire. C'est la vocation du droit civil. Le droit civil constitue le droit commun, c'est-à-dire les principes fondamentaux, élémentaires, qui ont vocation à innerver toutes les matières
dès lors que les autres matières, que le droit civil, n'ont pas prévu de dispositions spécifiques contraires. Parmi les participants à la conférence, de nombreux élèves, mais également des professionnels du droit. En effet, ces derniers se doivent de réaliser une veille quasi permanente face aux évolutions que connaît le Code civil. Il est très important de se tenir à jour et de savoir quel droit est applicable. Et ça, oui, ça a vraiment des conséquences très concrètes sur les gens. Donc ça fait partie de notre métier de se tenir à jour. Et on a aussi des dispositifs de formation qui sont faits pour ça, dans le cadre de nos rapports avec l'université ou avec l'École nationale de la magistrature pour les juges. Si les juges ont pour devoir de se tenir au courant des nouvelles réformes qui sont amenées à modifier leur travail, les élèves ont également tout intérêt à s'intéresser de près au droit. En effet, tout étudiant se doit de développer son esprit critique et c'est également l'objectif de ce type de conférence. L'esprit critique, il est naturel puisqu'il s'agit de confronter l'ancien droit avec le nouveau. Quelles sont les qu'on peut considérer comme des améliorations? Qu'est-ce qui peut au contraire être inquiétant, voire regrettant, et susciter des controverses, des discussions? C'est en échangeant sur ces questions qu'on aiguisera l'esprit critique chez les étudiants, mais aussi qu'on permettra de faire évoluer le droit. C'est le rôle de la doctrine de commenter les réformes. Au-delà des diplômes qu'elle offre, l'université a clairement pour vocation d'amener les élèves à se cultiver, s'intéresser au monde qui les entoure, développer leur esprit critique et devenir force de proposition dans notre société. Une société régie par le droit, alors même que ce dernier semble réservé aux seuls initiés. 19h22, merci d'être avec nous. À suivre en fin de journal une petite séance de théâtre avec la compagnie Ariart au centre universitaire de Dembéni. Mais avant cela, état des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi, en bref, avec Pierre Bellucci. Hier, le député Aboubacar a profité des questions posées au gouvernement pour alerter sur la crise vécue au sein du 101e département de France. La ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, lui a ainsi répondu en ces termes. Des crédits importants ont été débloqués par l'État pour subvenir aux besoins en eau du département. Je rappelle à cet égard que 400 000 € de crédits d'études pour la 3e retenue n'ont été consommés qu'à hauteur d'un tiers. De même, 14 millions d'euros dédiés à l'adduction en eau potable des fonds européens du FEDER sont encore totalement disponibles. Or, aucun projet n'a été engagé. J'invite les acteurs locaux compétents à pleinement se saisir des opportunités qui leur sont offertes. La ministre rejette donc la balle dans le camp des élus locaux afin qu'ils jouent leur rôle dans cette délicate partition. Quoi qu'il en soit et quels que soient les responsables de cette situation, chacun doit désormais se mobiliser afin que la population mahoraise cesse enfin d'en pâtir, suite aux errements de ces différents responsables politiques. Et face à la crise, le MEDEF Mayotte propose l'importation d'unités de traitement de l'eau de type Veolia pour la rendre potable. De son côté, le professeur Bernard Thomasin, en tant que membre du conseil scientifique du patrimoine de Mayotte, vient également de se fendre d'une proposition. En effet, selon lui, les emplacements disponibles pour construire une énième retenue collinaire sur Mayotte devenant inexistants, il suggère l'étude de la possibilité de stocker les excès d'eau pluviale lors des fortes pluies et crues des rivières dans de grandes citernes molles et amovibles qui seraient installées sur des estrans sablo-vaseux. Les citernes utilisées par les militaires dans leurs opérations de terrain pourraient convenir à ce genre de stockage d'eau douce sous atmosphère ad hoc, de façon à éviter des fermentations ou développements bactériens. Ces citernes, au coût bien moins élevé que des ouvrages à terre conséquents, seraient dispersées autour de Mayotte et elles ne recouvriraient à chaque fois qu'1 hectare. Une nouvelle proposition intéressante que les autorités devraient étudier très prochainement. Les enseignants de la section d'enseignement professionnel de Chirongui ont débrayé mercredi dernier le temps d'1 heure. Objectif, alerter sur les conditions d'accueil déplorables au sein de l'établissement, en raison notamment de cette pénurie d'eau. Le syndicat écrit ainsi, je cite, « Seulement 2 toilettes sont ouvertes dans un état de saleté affligeant, sans papier ni savon, des fermetures de portes cassées et avec des odeurs indignes d'un établissement accueillant du public. Des problèmes de surveillance et de nettoyage se posent dans l'établissement. Les élèves sont ainsi obligés de satisfaire à leurs besoins naturels derrière les bâtiments du lycée, par ailleurs vétustes et hors normes concernant la sécurité. Le communiqué indique que si rien n'est fait, un mouvement plus large pourrait débuter. La CGT Éducation demande donc au vice-rectorat d'agir, et ce dans les plus brefs délais.
Un peu d'art pour finir cette édition. Le pôle culturel du centre universitaire de Dembéni commence à prendre forme et l'atelier théâtre créé il y a 2 ans fait ses preuves. Confié aux comédiennes de la compagnie Harry Art Théâtre, 9 séances par semaine de 3 heures sont organisées au sein du campus. L'occasion pour les étudiants de relâcher le stress des études. Ce matin, des apprentis comédiennes de l'atelier théâtre du centre universitaire ont restitué un bout de la pièce. On joue la comédie et cela valait le détour. Adèle Laurent. Après leur présentation en mai dernier du prologue de la pièce de Zenouvo Agbota Zinsou, les étudiants ont joué ce midi l'acte premier de On joue la comédie devant une salle comble. Une des comédiennes nous en explique l'histoire. C'est juste comme ça, une personne qui passe dans la rue, les dieux le voient, le désignent comme le Messie. C'était au départ un ivrogne, devenu directement Messie, prophète. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et au fur et à mesure, il recrute des disciples et voilà, c'est ça l'histoire. Et les 21 étudiants ont été encadrés par El Majid Sandou de la compagnie Harry Art Théâtre. Celui-ci nous explique comment se sont déroulées les répétitions. Ils sont disciplinés, oui, à discuter, hein. On en reparlera. Mais ils sont investis, c'est ça l'essentiel. Et puis, c'est d'abord un atelier. Hein. Et là, vous venez de voir une restitution d'atelier. Et le principe, c'était d'abord d'aborder avec eux et de continuer de renforcer d'abord les fondamentaux du théâtre, tels que toujours l'espace, le sens du dialogue, l'écoute et la présence sur scène. C'est vraiment ça. Et ce matin, nombreux sont ceux à avoir fait le déplacement pour encourager ces jeunes talents. Et les critiques sont encourageantes et constructives. J'ai bien aimé le théâtre, sinon dans la salle c'était pas mal, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait des petits progrès à faire et aussi des mises en scène à répéter et à améliorer. J'ai aimé les rôles des personnages, en même temps ils jouaient bien leur rôle. On se découvrait dans un autre univers. Il y avait une bonne maîtrise et ce qui s'est passé, ça me faisait rire, voilà. C'était bien, j'ai bien rigolé en tout cas, j'ai aimé. Moi particulièrement, j'aime pas le théâtre, mais pour ce coup, c'était vraiment bien et j'ai pas regretté que j'ai pu assister à leur spectacle, c'était vraiment merveilleux. Et il faut dire que les comédiens en herbe sont passionnés. J'aime le théâtre parce que ça évade les gens, ça fait ressentir des émotions. Ça nous surpasse en fait le théâtre. Le théâtre pour moi c'est bien, vraiment j'aime le théâtre. Il y a une volonté de transmettre cette passion. Car je conseille à tous ceux qui veulent faire théâtre de se lancer parce que c'est vraiment bien. Parce que le théâtre, ce n'est pas que jouer, mais aussi transmettre des cultures. Parce que tout en jouant, on peut transmettre des messages. Et en parlant de messages, nous terminerons sur celui que les jeunes talents ont souhaité faire passer. Venez nombreux nous voir au Festival Théâtre qui aura lieu où déjà ? Ici même à l'université de Dembéni. Ils peuvent compter sur nous. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité locale sur l'infoquesi.fr. Ce week-end, ne manquez pas les rendez-vous de l'info présentés par Amina Hariti. Lundi 6h, c'est l'équipe de la matinale qui vous accueille juste après le journal radio de Pierre Bellucci. Je vous retrouve avec plaisir dans la soirée à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.